Bonjour, bienvenue sur le plateau d'ABC Doc. Je suis Frédéric Lyoté, je suis rhumatologue et professeur de rhumatologie à l'hôpital Lariboisière, assistance publique, et à la faculté de médecine Saint-Louis-Lariboisière. Notre sujet aujourd'hui est la goutte, une maladie qui est devenue de plus en plus fréquente, qui est mal connue, mal comprise. Et pour cette tâche, nous avons fait appel à deux invités, le docteur Aline Frazier. Bonjour. Qui est chef de clinique à l'hôpital Lariboisière en rhumatologie, et M. Boulanger, bonjour, qui est un vaillant patient et qui va nous faire part de son expérience, de sa perception de la maladie dont il va guérir. C'est ça la bonne nouvelle. En débutant ce sujet, la goutte, le patient, vous pouvez guérir. Alors, le premier exemple, c'est de demander à M. Boulanger quelle était la manière dont la goutte s'est traduite chez lui. Comment s'est traduite la maladie? La première crise de goutte s'est traduite en pleine nuit, et à ma grande surprise, parce que j'en avais jamais entendu parler d'ailleurs, et par un gonflement de l'orteil gauche, c'est très précis, je m'en souviens, et une douleur, une belle douleur, bien, quelque chose de bien fort, bien intense, quoi. Mais j'étais pas du tout au courant de... je ne savais pas ce qui m'arrivait, quoi. Je croyais très sincèrement avoir cogné contre quelque chose, avoir subi un choc, etc. Mais voilà, ça... Et la douleur a été très intense? Ah oui, ça fait partie des plus belles douleurs jamais vécues, quoi. Donc voilà. Elle n'était pas muette, vous avez Elle n'était pas muette, non, du tout, du tout. Et la douleur, vous diriez qu'elle a été maximale en 24 heures, 48 heures, ou ça a mis plus longtemps à atteindre son pic? Le soir, quand je me suis couché, j'avais pas mal. Je sentais une petite gêne, quoi. Une petite gêne, c'est tout. Mais dans la nuit, ça a été très violent. Et ça a duré vraiment 24 heures où j'ai été très handicapé, quoi. Vraiment. La peau était très rouge, c'était très gonflé. Très rouge, très rouge. Et quand j'ai eu la deuxième crise, donc plusieurs mois plus tard, presque une petite année, on va dire, ça s'est déclenché de la même façon. Donc là, j'ai compris ce qui m'arrivait, quoi. Je savais que je faisais de la goutte parce que j'avais été informé, pas très bien, mais je savais que c'était pas musculaire, quoi. Alors là, on a vraiment la description typique de la goutte. Elle est connue depuis le temps d'Hippocrate et même les Égyptiens avant. Cette crise de goutte au gros orteil, on l'appelle même la podagre. Pourquoi? Parce que la perception des anciens était de dire que la douleur était aussi intense qu'un pied pris dans un piège. Vous voyez, les pieds jaloux d'autrefois. Donc, podagre veut dire pris au pied dans un piège. Ça, ce n'est pas la totalité de la maladie. Puisque la maladie, la goutte, en fait, c'est une maladie de surcharge. C'est un excès d'acide urique qui s'est accumulé au fil des années, après 10, 20, 30, 40 ans d'excès d'acide urique. Et chez certains patients, l'excès d'acide urique va s'accompagner de la formation de microcristaux. Des petites aiguilles, c'est très parlant, c'est très visuel, des petites aiguilles qui vont s'accumuler dans l'articulation, autour de l'articulation, ou même dans la peau. Et cet excès d'acide urique, à certains moments, ces microcristaux vont se désagréger, être présents dans l'articulation et provoquer cette inflammation. Donc là, c'est un iceberg. On appelle ça, nous, entre nous, le Guttberg. Pourquoi? Vous avez la partie émergée de l'iceberg, les crises de goutte, mais les cristaux sont là. Et tant qu'ils sont là, vous pouvez refaire des crises de goutte. À la longue, d'ailleurs, la maladie va pouvoir dégrader l'os et les articulations. La bonne nouvelle, c'est que si on prend un traitement approprié, dont on reparlera tout à l'heure, eh bien, les cristaux vont se désagréger petit à petit et on va assurer un véritable déstockage de cette accumulation. Avec, en finale, en point d'orgue, la guérison. La guérison au prix d'un traitement, bien sûr. Alors, le mécanisme, maintenant, pourquoi cet excès d'acide urique? En fait, souvent, les patients ont un sentiment de culpabilité. On a toujours les images d'Épinal de M. Pickwick avec sa podagre, un bon vivant, bon amateur de chair, de gibier, de Porto, de champagne, que sais-je. Eh bien non, même s'il est vrai que c'était la maladie des rois, comme on l'a décrit classiquement, et qu'il y a moins de crises de goutte ou de maladies goutteuses pendant les périodes de famine, pendant les guerres par exemple, ça n'est pas l'alimentation qui est le seul mécanisme. C'est un élément parmi d'autres. Le vrai mécanisme, n'est pas de votre faute, c'est un phénomène génétique. Il y a un défaut de génétique qui fait que dans le rein où l'acide urique est filtré,
et il va être éliminé après dans les urines, il y a un défaut de fonctionnement. Et l'acide urique, au lieu d'être éliminé, est réabsorbé. D'où une accumulation d'acide urique. Et on a un concept qui est le concept de la baignoire, où vous avez une baignoire d'acide urique, c'est l'organisme avec le stock d'acide urique. La baignoire, il y a 2 robinets, et il y a une bonde, et il y a un siphon. Le défaut génétique dont on parle, qui est complexe, c'est ce siphon qui fait qu'une partie de l'acide urique est réabsorbée dans la baignoire. Le deuxième mécanisme, c'est la bonde, qui est en partie bouchée, obstruée par des cheveux par exemple, nos cheveux. Et effectivement, il y a un défaut d'élimination, d'où une accumulation. Les robinets, il y a 2 robinets. Le robinet des cellules de l'organisme qui vont se dégrader et qui vont former de l'acide urique, on n'y peut rien. Et un robinet qui correspond à l'alimentation, et il y a certains aliments qui sont plus riches que d'autres en purine ou en fructose. Les purines étant un produit de dégradation des cellules, des protéines animales, et le fructose étant un sucre qui va se dégrader tout de suite en acide urique. Donc là, on a 2 types d'aliments, ou de boissons plus exactement, qui doivent être maîtrisées, ou interdites ou maîtrisées. Mais il n'y a pas de régime draconien dans la goutte comme on le reverra avec Aline. Alors, on a là le concept de la goutte, c'est-à-dire une surcharge en acide urique, des cristaux qui vont se former quand le taux d'acide urique dans le sang, on appelle l'uricémie, dépasse 70 mg par litre. Donc ça va monter 80, 90, 100, 110 et chez certains patients, pas tous, il va y avoir la formation de ces microcristaux et les conséquences dont vous nous avez parlé. La bonne nouvelle, c'est que si on arrive à abaisser l'acide urique en dessous de 60, eh bien les cristaux vont fondre et vous allez vous déstocker. Et c'est le traitement que vous prenez qui vous permet tous les jours, jour après jour, de déstocker et de ne plus faire de crise. Donc dans 1 an, 2 ans, vous n'aurez plus de stock d'acide urique, vous n'aurez plus de stock de cristaux d'urate. Et ça, on peut d'ailleurs le montrer en échographie, je crois, Madame Frazier. Tout à fait. L'échographie articulaire est un très bon moyen d'évaluer le stock de cristaux d'urate sur les dépôts cartilagineux dans les articulations et aussi autour des articulations dans ce qu'on appelle les tophus, qui sont des dépôts dans la peau ou sous la peau. Et on peut mesurer ces dépôts, voir leur épaisseur et étudier leur disparition avec le traitement. Et donc on pense que la disparition de ces dépôts s'accompagnera d'une disparition des crises inflammatoires. Alors ces crises inflammatoires, on peut les comparer en termes d'intensité à une boîte d'allumettes. Imaginez que vous ayez plein de cristaux autour de votre articulation du gros orteil gauche, hein, parce qu'on ne fait pas de politique, mais vous nous avez servi ce côté. Quand vous faites une crise, c'est une crise très inflammatoire, puisque c'est une boîte d'allumettes. Le médicament que vous prenez va petit à petit faire disparaître les allumettes. Et donc, si vous faites une crise, elle sera moins intense. Et vous imaginez qu'à un moment, vous aurez vidé la boîte, et vous ne ferez plus de crise. Donc vous serez guéri en ce sens où vous ne ferez plus de crise de goutte. Il y a aussi un autre traitement important dans la goutte qui est connu depuis des dizaines d'années, peut-être plus, c'est la colchicine. Et la colchicine, en fait, c'est un traitement extrêmement efficace de l'inflammation goutteuse. Dès lors où on le prend tout de suite, ça on en reparlera. Et la deuxième chose, c'est que la colchicine, ça prévient les crises en début de traitement. Un peu comme si on mouillait les allumettes. Vous imaginez qu'une allumette mouillée, elle ne s'allume pas. Donc là, on a un concept qui vient renforcer la compréhension de l'inflammation goutteuse. Comme vous nous l'avez décrite, elle est brutale, elle est extrêmement intense, et la bonne nouvelle, c'est qu'elle disparaît souvent toute seule en 10 à 15 jours. La colchicine vise surtout à bloquer la survenue de la crise ou de la raccourcir le plus possible. Donc on a vu là maintenant les mécanismes de la goutte, les mécanismes de production de cet excès d'acide urique. Est-ce que vous pourriez nous donner des informations, Madame Frazier, sur les traductions cliniques de la goutte, qu'il s'agisse de la goutte articulaire, classique, ou bien des manifestations extra-articulaires? Alors, la goutte, cliniquement, va en effet se traduire avant tout par les crises inflammatoires qui vont toucher les articulations, qui en général, toujours se manifestent d'abord aux pieds et vont avoir ensuite une évolution ascendante sur le corps, donc les genoux, puis les mains, puis les coudes dans les formes les plus évoluées.
Et puis, on peut aussi avoir donc ces dépôts de cristaux d'urate dans les parties molles de la peau, et on peut les trouver en regard des articulations, mais aussi au niveau des lobes des oreilles, par exemple, des pavillons plus précisément. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent et ce qu'on recherche quand on veut poser ce diagnostic. C'est vrai que le patient doit être surpris. Il vient pour une arthrite du pied et on se précipite sur ses oreilles. C'est toujours un peu insolite, mais c'est un élément clé puisque une goutte qui s'accompagne de tophus, les amas de cristaux d'urate dont nous a parlé Mme Frazier, c'est une goutte déjà un peu plus sévère puisqu'il y a des stocks. C'est la traduction visible à l'œil nu des stocks d'urate. La bonne nouvelle, c'est que les traitements, eux, vont permettre de déstocker. Alors ensuite, les manifestations extra-articulaires, en fait, ce qu'on constate, c'est que le fait d'avoir une hyperuricémie peut favoriser ou aggraver les maladies cardiovasculaires, notamment rendre plus difficile l'équilibre d'une hypertension artérielle. Et la goutte semble être un véritable facteur de risque à elle seule par le fait qu'il y ait une petite inflammation à bas bruit permanente. Et elle pourrait de ce fait augmenter le risque cardiovasculaire. Et on constate aussi une association de la goutte avec d'autres maladies au sein de ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire l'hyperglycémie, l'hypertriglycéridémie, un problème de lipides, l'hypertension donc, et puis l'obésité ou l'augmentation en tout cas du périmètre abdominal. Donc il est très important lorsqu'on a la goutte de faire aussi un dépistage de ces facteurs de risque cardiovasculaire pour pouvoir bien les prendre en charge. Alors, effectivement, on a l'aspect articulaire, l'aspect donc des maladies qui sont associées. Et vous avez très bien expliqué au début, vous aviez fait une première crise de goutte, et puis un peu moins d'un an, une seconde. Oui. Et ces crises vont venir effectivement se rapprocher de plus en plus fréquentes. Donc pour nous, c'est un élément diagnostique très, très simple, très efficace, c'est la répétition de crises inflammatoires aiguës. Et il n'y a pas beaucoup de diagnostics à évoquer, notamment chez un homme. La goutte touche aussi la femme. Et elle touche la femme notamment plus âgée, sous diurétique, je crois, Madame Frazier. Oui, c'est vrai, on voit souvent ça chez les personnes, les femmes qui sont sous diurétique, avec des petites particularités sur la présentation clinique, ou chez celles qui ont des maladies rénales d'autres causes, qui peuvent aussi favoriser cela. Alors les diurétiques, c'est des diurétiques donnés pour l'hypertension, donc c'est très fréquent. Et quand on peut, avec le médecin traitant ou avec le cardiologue, on essaie de remplacer le diurétique par un autre médicament d'attention, parce que moyennant ça, on va pouvoir déjà réduire l'excès d'acide urique. On ne va pas complètement traiter, mais on va pouvoir réduire l'acide urique, donc ça va faciliter le traitement. Parce que la goutte, finalement, c'est une maladie qui est très simple. On la connaît très bien, on connaît bien ses mécanismes, on sait pourquoi elle devient aussi intense dans ses crises articulaires. C'est une cytokine de l'inflammation, donc une protéine de l'inflammation qu'on appelle l'interleukine 1. Et on sait, on la connaît, cette molécule, on peut la bloquer. On sait également pourquoi la goutte s'arrête toute seule. Donc il y a des espoirs thérapeutiques pour essayer de favoriser cette réduction des crises. Et puis on a bien sûr des traitements pour traiter le fond de la maladie, qui est l'excès d'acide urique. Et il ne faut pas penser que la goutte se traite uniquement par de la colchicine au coup par coup. La goutte, pour guérir, on doit traiter l'excès d'acide urique, la maladie de fond, et assurer le déstockage. Donc on a différents types de médicaments qui vont permettre de se débarrasser de cet accès d'acide urique. Alors les deux médicaments principalement utilisés les plus couramment sont l'allopurinol et le febuxostat, qui vont avoir pour but de bloquer le métabolisme pour empêcher la production d'acide urique dans le corps. Et ces médicaments vont permettre donc de baisser le taux d'acide urique circulant en dessous d'une cible thérapeutique qui va être au moins inférieure à 60 mg par litre, voire même 50 mg par litre, afin d'éliminer tout ce stock fait au cours de la vie. Ça, c'est un point très important, parce qu'il y a beaucoup de maladies où on n'a pas vraiment d'objectif thérapeutique. Et là, on a un chiffre que le patient va connaître, que le médecin traitant va connaître, que le rhumatologue va connaître aussi. Et quand on est en dessous de la cible, on assure au patient la guérison. Donc on est tous capables de lire le résultat et puis de demander à avoir un traitement qui soit plus adapté à la dose, au résultat. Si vous êtes à 72, 75, vous n'êtes pas à la cible. Si vous êtes à 68, vous n'êtes pas à la cible.
Donc il suffit alors d'ajuster la quantité du médicament, le febuxostat, l'allopurinol, et dès que vous arrivez en dessous de 60 ou 50 chez certains patients, vous êtes assuré de guérir. Donc vraiment, c'est comme le diabète, il y a l'hémoglobine glyquée, la cible c'est entre 6 et 7%, et les patients qui connaissent la maladie connaissent le chiffre d'hémoglobine glyquée. Un patient qui a la goutte doit connaître son dernier chiffre d'acide urique parce qu'il a une bonne perception de l'enjeu et de la cible. Quel est votre dernier chiffre d'acide urique, monsieur? Je l'ai oublié. Ah. Bon, ben, enfin, vous avez... coupable. D'accord. Alors, il y a d'autres médicaments. Donc, il y a toute une famille, ce qu'on appelle les uricosuriques. Tout à fait, qui eux vont permettre justement d'éliminer l'acide urique dans les urines, mais qui ne sont pas utilisés en première intention dans la goutte, qui sont utilisés plutôt lorsqu'on ne peut pas utiliser les médicaments que j'ai cités auparavant. Effectivement, il y en a deux, il y a le probénécide et puis la benzbromarone. D'autres arrivent aussi, et ces médicaments viennent compléter l'arsenal. Donc ça veut dire que dans la goutte, on a des outils, on a des médicaments indispensables. Et on en dispose, ils sont en plus très peu chers ou peu chers. Donc finalement, la guérison de la goutte, ce n'est pas tellement un problème de médicaments, c'est surtout une question de connaissance de la maladie, de compréhension de l'enjeu, de compréhension du traitement et des mesures de régime. Et ça peut être, ça a été bien mis en évidence par des collègues anglais qui ont montré que ce n'était pas tellement la question du médicament que la question de cette éducation. Exactement, et c'est d'ailleurs suite à cette publication qu'on a mis en place un programme d'éducation thérapeutique sur la goutte à la Riboisière. En fait, ce que l'on constate, c'est que les difficultés que l'on a sont en effet pas liées à une insuffisance d'outils pour traiter cette goutte, mais plutôt à des difficultés pour bien surveiller l'évolution de l'uricémie sous traitement et pour bien s'astreindre à prendre un traitement de manière quotidienne, ce qui est un changement dans son mode de vie que le patient doit accepter et s'astreindre aussi à quelques mesures diététiques qui sont pas si contraignantes que ça une fois qu'on les a bien clarifiées. Donc nous, au sein de ce programme, on invite des patients tout d'abord à discuter avec nous de manière individuelle et puis ensuite en groupe, à échanger entre eux, à partager leur expérience et leur gestion pour justement arriver plus facilement à cet objectif thérapeutique. Alors déjà, on s'aperçoit qu'on n'est pas le seul, on est beaucoup dans le même cas, mais tout le monde n'a pas les mêmes... ne vit pas sa maladie, la goutte, de la même façon, quoi. Donc moi, je me suis aperçu que j'ai retrouvé les mêmes symptômes, les mêmes conséquences chez certains, alors que chez d'autres, ça ne me parlait pas du tout, quoi. Le côté anxiogène, j'ai l'impression que le stress, j'ai cru comprendre que le stress jouait pour beaucoup. Et en fait, je me sens pas... Moi, personnellement, j'ai pu traverser des périodes assez stressantes, pour X raisons, et ça n'a pas déclenché de crise de goutte. Pour autant, je dis peut-être une bêtise en disant ça, alors que les crises de goutte que j'ai pu avoir, je me disais, ah oui, si j'ai une crise de goutte aujourd'hui, c'est peut-être parce que j'ai fait trop de sport et pas bu assez d'eau. Je me suis aperçu de ça, et il y avait des gens à ces réunions qui avaient exactement eu la même chose. Donc là, je me reconnaissais dans ce profil. Alors la déshydratation, vous avez raison, et on sait que boire de l'eau 5-6 verres par jour, ça réduit le risque de faire une crise. Il y a aussi certains aliments, vous aviez remarqué si certains aliments ou certaines boissons déclenchaient vos crises? Oui, moi, il y a des alimentations qui ne font plus partie de ma vie. Moi, je sais que j'étais un bon buveur de bière. Je me suis dit, non, ça va être un souvenir maintenant, parce que à chaque fois que je buvais une bière, en fait, ça me faisait presque peur, parce que si je m'occupe de ma goutte, c'est parce que c'est très douloureux, quoi. Et en fait, j'aime pas avoir mal. Alors en fait, le plaisir de boire une bière, je savais que j'allais le payer très fort. Et donc, je m'y suis mis un interdit sans frustration aucune. Et il y a des choses qui font plus partie de ma vie du tout sur le plan alimentaire, quoi. Les plateaux de fruits de mer, grands comme la table, c'est fini, quoi. Mais de temps en temps, il y a des choses comme ça, que la viande rouge, par exemple, je mangeais beaucoup de viande rouge. Maintenant, je m'en offre une de temps en temps, quoi. Elle est très bonne. Donc j'ai changé mes habitudes par rapport à ça. Et... Vous avez dit quelque chose d'important, c'est la bière. Donc en fait, on a 3 interdits. La bière, y compris sans alcool.
les sodas sucrés comme les colas qui sont riches en fructose, on en a parlé, et puis les alcools durs. Et donc, comme j'ai l'habitude de dire, le pire, c'est le whisky Coca ou le Cuba Libre, parce que là, on est vraiment dans le risque. Donc, en fait, ce sont les vrais interdits. Et après, c'est de réduire les quantités de viande, de fruits de mer, mais il n'y a pas de régime draconien. Il faut augmenter les apports en laitage allégé, parce que ça favorise l'élimination d'acide urique dans les urines. Et puis, on mange de tout, on a une vie, on fait une activité physique pour essayer de perdre une activité de loisir, ne serait-ce que pour perdre un peu de poids, puisque ça va contribuer à contrôler le syndrome métabolique et les risques cardiaques. Et puis, en termes de régime, ce n'est pas très contraignant. Ça n'est pas suffisant, c'est clair. Ça n'interdit pas de boire un peu de vin avec modération, hein, mais il n'y a pas d'interdit majeur, sauf la bière, y compris sans alcool, les sodas sucrés et les alcools durs. Ça, j'ai bien compris, je vous coupe, mais c'est vrai, par exemple, si on va sur Internet, là, on peut se faire peur, parce qu'on y lit tout et son contraire. Absolument, absolument. Alors, on a créé un site Internet qui est fait avec des collègues de Rennes et des collègues de la Riboisière, qui s'appelle crisedegoutte.com, en un mot, crise de goutte, où il y a un site patient et où sont mis à jour régulièrement des informations sur la maladie, les médicaments, moi, je ne parle pas de régime, je parle d'aspect nutritionnel, voilà, hein, un aspect nutritionnel, un contrôle de certains apports alimentaires, mais rien de complexe. En termes de traitement, donc, on a vu l'importance est de commencer l'allopurinol ou le febuxostat à faible dose pour augmenter petit à petit en fonction de la cible. C'est-à-dire qu'on dose l'uricémie assez régulièrement au début, pour être certain d'atteindre la cible de moins 60, en dessous de 60, en dessous de 50, chez certains patients. Voilà. Et il est important que les patients soient informés qu'au début de la mise en route de ce traitement, et quand on est en train d'équilibrer l'uricémie, il peut y avoir le déclenchement de crise parfois. Et pour cela, on met en place un traitement qui va diminuer ce risque avec de la colchicine. Et puis si le patient est prévenu, il sait que c'est un temps à passer, mais qu'une fois que le traitement sera équilibré, on aura vraiment géré le problème. Donc il y a parfois, à l'introduction du traitement, cette phase qui doit être gérée de manière un petit peu plus délicate, mais une fois qu'on est averti et qu'on a pris les mesures de prévention, ça se passe très bien. Et effectivement, cette cible thérapeutique est atteinte, on n'a aucune urgence à abaisser l'acide urique, on va l'abaisser tout doucement, ce qui fait que souvent, le febuxostat, on peut l'utiliser à dose fractionnée dans la semaine, l'allopurinol, on peut le fractionner également, qui va piano va sano, c'est-à-dire qui va doucement, va sûrement. Et ça réduit encore le risque de faire une crise de goutte et d'être découragé en disant « je ne comprends rien ». Au contraire, l'éducation thérapeutique permet d'expliquer aux patients ce prix à payer que représentent les crises en début de traitement, sachant qu'à la fin, il n'y en aura plus. Bien, écoutez, nous vous remercions de votre attention. Je remercie Aline Frasier et M. Boulanger de leur participation. Et donc à une prochaine séance d'ABC Doc sur Campus Santé. Merci.